Et bonjour encore une fois en ce jeudi 9 mars 2023. Voilà, je continue ma petite lecture et commentaire à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Et je trouve je commence, je découvre en même temps que je lis. Là, j'en suis à l'introduction. Et je trouve sa vision vraiment très intéressante. Ce livre a été écrit enfin, il a été publié en 1991, donc bien avant le, le- tout ce que nous connaissons aujourd'hui à la sortie de cette mondialisation et avec une nouvelle guerre sur le continent européen. Euh, je trouve qu'il est extrêmement clairvoyant. C'est la troisième vidéo, donc je vous renvoie à l'écoute des deux vidéos précédentes si vous voulez avoir une lecture complète. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et qui justement parle de l'humanité, puisque la base de cette théorie, c'est l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est la phrase qui a mis en œuvre cette réflexion, en fait, il y a 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans. Et donc, c'est l'ensemble humain, j'essaie de démontrer que c'est l'ensemble humain qui évolue progressivement vers son unification, la paix universelle, vers la fraternité, etc. Entre le moment où nous nous sommes distingués, séparés des autres primates, des primates naturels, pour rentrer dans le monde de la culture, dans les lois de la culture. Et à partir du moment où nous avons commencé à développer les progrès, voilà, à acquérir des connaissances, euh, des, des qualités, euh, etc., le langage, euh, bon bref, tout ce qui a comporté, tout ce qui fait l'évolution entre ce que nous étions à l'origine et ce que nous sommes aujourd'hui. Et si on prolonge ce type d'évolution inconsciente, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on... on n'est pas conscient, on ne travaille pas consciemment à un projet, à un but, donc tout ce développement, il se fait intuitivement. Et pourtant, on va vers notre ultime perfection, sans le savoir pour l'instant. Et donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que maintenant, nous allons rentrer dans la période où on va prendre conscience du chemin, de ce que nous sommes en train de réaliser. Et donc, au lieu d'évoluer de façon désordonnée, intuitive, à l'aide de l'antagonisme, c'est-à-dire voilà, les nations contre les nations, les hommes contre les hommes, les communautés contre les communautés, on évoluera de façon symbiotique, consciente, symbiotique, c'est-à-dire en fraternité, quoi, en sachant qu'on appartient tous à la même humanité, que c'est l'humanité qu'on travaille sans le savoir. Donc on va le travailler de façon consciente. Voilà, alors je reprends la lecture et voilà, j'en étais là. Les hommes de ce temps éprouvent le sentiment d'une double appartenance. Membres d'une nation, ils se saisissent aujourd'hui membres de l'humanité. Voilà. C'est ça, d'une nation, d'un pays, d'un peuple, d'une ethnie, peu importe. Mais on se hisse au niveau de l'humanité. Et là, on voit à quel point tout converge pour que nous allions vers cela, quoi. Et pourquoi? Parce que, par exemple, voilà, les réseaux sociaux apparaissent maintenant. C'est quand même incroyable. Ça a 50 ans, quoi, grand maximum, 30 ans. Et donc, l'idée du village planétaire, c'est maintenant. L'idée
euh, les grandes organisations universelles, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., ça a moins de 100 ans. Donc on est dans la période où tout parle, tout nous dit que nous devons nous unifier, en somme. Voilà. Et alors, évidemment, il y a la rémanence des dominants. Les dominants sont... certains dominants ne veulent pas lâcher prise, ne veulent pas abandonner leur pouvoir, leurs prérogatives, leur capacité à s'affirmer aux dépens d'autrui. C'est ce qu'on voit là. Mais l'itinéraire est tracé, et donc ceux qui veulent revenir en arrière, c'est-à-dire renforcer l'impérialisme, renforcer la dominance d'un groupe humain sur les autres, je parle de l'Occident, hein, le fait de vouloir préserver tout ce que l'Occident avait comme domination depuis 500-600 ans. Tout ça, voilà, ça doit être dépassé. Et donc, même si ça résiste encore un peu, peut-être quelques décennies, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Occident devra faire le deuil de la toute-puissance et devra partager le leadership. Voilà, c'est notre nécessité. Donc, leur répartition aux hommes en État ne parvient plus à les y enfermer. Ils participent aussi à des systèmes socio-culturels, à des idéologies, à des réseaux d'intérêts qui, comme dans les entreprises multinationales, débordent les frontières. Même le totalitarisme le plus rigide s'est révélé impuissant à empêcher leur diffusion transnationale. Et évidemment, on est même ceux qui essaient de brimer leur population pour qu'ils n'aillent pas sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est peine perdue. On est parti dans cette universalité. Et l'Occident devrait, au lieu d'essayer de l'imposer par la force aux autocraties, devrait l'imposer par l'intelligence, par l'entraide, par la fraternité, par l'empathie, par la bienveillance. Voilà, et ça marcherait. Par la violence, on fait que repousser l'autre dans ses retranchements, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas la bonne solution. Mais voilà, c'est la solution que l'humanité choisit parce qu'elle ne peut pas choisir autrement. Le niveau de conscience des dominants occidentaux est encore bas, malheureusement. Qui, comme dans les... Alors, ils participent aussi à des systèmes socio-culturels, à des idéologies, à des réseaux d'intérêts qui, comme dans les entreprises multinationales, débordent les frontières. Même le totalitarisme le plus rigide s'est révélé impuissant à empêcher les diffusions transnationales. Pour autant, cette promotion suscite chez l'individu une réaction ambiguë. À la griserie d'accéder à la dimension planétaire se mêle la crainte de ne plus retrouver sa source, de se diluer dans l'immense. D'où le retour au nationalisme, à l'enfermement, au communautarisme. Voilà, c'est la peur, c'est juste la crainte. Et la crainte, elle est là parce que elle se fait, cette évolution vers l'universel se fait sous le couvert de la domination. Sous le couvert, donc quand on est, et c'est valable pour une relation humaine entre un homme et une femme, si on a le sentiment qu'on risque d'être écrasé par l'autre parce qu'il veut nous dominer totalement, on va résister à ça, on ne va pas aller dans son sens, on va se braquer. Et donc
le fait de vouloir imposer les choses par l'autorité, ce que font l'Occident, ce que fait les États-Unis, ce que fait l'OTAN, hein, faut le regarder en face, clairement, et ben en fait, ils durcissent le, le monde au lieu de l'ouvrir, au lieu de permettre de l'ouvrir. Et donc, face au danger qu'engendre ces épreuves de force, eh ben, les hommes cherchent à revenir, à se rassurer au sein du nationalisme, au sein du régionalisme, voilà, de retrouver des choses stables parce que ça leur fait peur. Et la non-adhésion claire à l'Europe par une grande partie du monde, elle est là juste parce que l'Europe se fait de façon avec des dominants qui ne sont pas aptes à faire aimer le passage du national au continental. C'est tout. Si l'Europe se faisait à travers l'empathie, à travers l'écoute, à travers la bienveillance, etc., évidemment que tout le monde irait dans cette vision. Simplement, voilà, ça se fait brutalement, ça se fait. On sent qu'on est abusé par que ceux qui sont en train de faire l'Europe ne sont pas ne sont pas animés par la passion. Ils sont pas à ce niveau-là, quoi. Pas tous, au moins, disons. Et donc, c'est un problème. Alors, dilué voilà, dans l'immense. D'où, spécialement dans les vieux pays d'Europe, où le sens national s'est émoussé, le recours à la petite patrie. Universalisme et régionalisme se conforment l'un l'autre. C'est la dialectique du satellite et du clocher. Ben là, en 1991, quand il a écrit cet ouvrage, évidemment, c'était une sorte de. Il y avait le retour au nationalisme, même dans l'art d'ailleurs, on retrouvait ça dans les années 80. Il y avait, moi, j'étais un peu dans le milieu artistique de Nice, de la région, et il y avait un petit peu cette idée identitaire régionale qui était là et qui est voilà. Mais et maintenant, on est passé à un niveau nationaliste plutôt depuis quelques décennies là. Contraints de vivre ensemble dans une communauté internationale surpeuplée et déséquilibrée par des disparités vécues comme autant d'injustices et d'incompréhension, les hommes sont sollicités par l'image mythique d'un monde tel qu'il devrait être, juste et réconcilié. Ça, c'est le mythe, et c'est ce que je prône hein, sur la mécanique universelle. Quand je dis, pas ce que je prône, mais je dis que nous allons vers cette, cette humanité juste et réconciliée. Nous y parviendrons. Mais c'est clair que ça ressemble, il y a quelque chose d'un peu mythique, d'un peu utopiste comme ça. Mais pourtant, c'est, à mon sens, la réalité de ce qui attend l'humanité, nos frères humains qui après nous viennent. Où se situe notre humanité entre cet être et ce devoir-être? Et c'est ça, c'est que le devoir-être, c'est une humanité parfaite, quoi, qui aurait atteint sa perfection, fraternelle, non violente, etc., respectueuse. Et puis ce que nous voyons, il y a une dichotomie là entre les deux. Elle balance dans cet écart qui sépare l'image réelle de la communauté des nations produite par l'histoire et l'image virtuelle entretenue par l'utopie. Cet écart marque le passage des prophéties émerveillées des siècles passés à l'expérience du doute. Alors que dans le rêve, elle était radieuse, elle génère le conflit, une fois incarnée en ce monde. Elle génère le conflit une fois incarnée en ce monde. Et cependant, l'image harmonieuse l'habite toujours, même si elle traverse l'imaginaire comme un oiseau blessé. Chaque fois que j'ai parlé de ça, et ça fait maintenant 20 ans que je développe cette théorie, 99% des gens, 95%,
des gens disent oui, bah bien sûr, c'est ce que je pense aussi, je pense que c'est comme ça, etc. Donc ça éclaire tout de suite quelque chose qu'ils jugent logique. Voilà, ils n'y pensent pas avant qu'on en parle, hein. Mais une fois que j'en ai parlé, ah bah tiens, c'est une belle idée, et j'y adhère. Et il y a effectivement 5% et j'ai remarqué que c'était lié au narcissisme en fait. Il y a 5% de la population, hein, 5%, je ne sais pas, 10%, 5%, 3%, j'en sais rien, mais qui disent non, l'humanité va vers son échec, va vers son déclin, va vers son... c'est le mal qui l'emporte, tu vois bien que tel que ça se passe, etc. Et c'est le mal et c'est comme ça, ou alors il y a pas... C'est pas intéressant cette évolution comme ça. Bref, c'est voilà, c'est mon analyse depuis que je développe cette théorie. Sa mission est de donner une signification à une humanité perçue tout à la fois comme englobée et englobante. Vue de l'intérieur, l'humanité est insérée dans l'enclos planétaire. Elle est le tissu du milieu urbain, du milieu humain, déchiré par les exclusivismes nationalistes, xénophobes, religieux ou racistes, par les sociétés closes qui la morcellent. Et c'est exactement ce qu'on vit là. On repart dans cette chose-là. Et là, on se rajoute. Alors, dans nos pays européens, on a survolté, on a laissé survolter le racisme, la xénophobie, etc., l'antisémitisme voilà, la violence intercommunautaire. Et là, ce système de l'Occident est en train de survolter, de ramener la haine on le sent hein, à travers les médias, la haine des Russes, la haine des Chinois, la haine des BRICS, la haine du monde, des mondes émergents. Bref, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment... Et c'est là où on voit que nos médias et nos dirigeants et nos médias sont dans un esprit colonialiste. Ils ont encore l'état d'esprit du colonialisme, quoi. C'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Euh, et donc, et voilà, le néolibéralisme a engendré ce que nous sommes en train de vivre. Mais on doit passer par cette période désastreuse qui essaie de refermer le monde, en fait, hein, parce que l'Occident, par exemple, il a constellé une grande partie du monde de guerre, de l'Afghanistan au Liban, enfin à la Libye, à la Syrie, à l'Irak, et puis tous les pays satellites au Yémen, etc. Et puis tous les endroits qui sont fermés à cause du conflit ou à cause de la violence. Le néolibéralisme a engendré un état de violence hallucinant. Et en fait, c'est simplement parce que il est dans un sentiment de toute puissance. Et il a privilégié l'avoir et détruit l'être. L'être ne l'intéresse pas. L'individu, l'être humain, ça, c'est pas son truc. C'est un consommateur ou c'est juste voilà, un ouvrier ou un consommateur pour ce système qui est revenu à ses bases archaïques de la fin du 19e siècle. Hein. Un esclavage, voilà, un peu plus sophistiqué, mais un esclavage tout de même. Voilà. Et donc, ça, il faudra juger le néolibéralisme. Pour éviter le retour du néolibéralisme. Comme on a jugé le nazisme, comme on a jugé le fascisme, comme on a jugé le communisme, comme on a jugé. Voilà. Là, on est dans un système de velours qui n'est pas une dictature brutale, mais on est dans un système qui est, qui est, qui est extrêmement critiquable et qu'il faudra critiquer à tout prix. Donc,
Euh, Alors que dans la vision idéale, son avènement se situait selon le mythe linéaire, c'est-à-dire de l'évolution linéaire, au sommet d'une route montante, voilà. Et ça, il avait compris, René Jean Dupuy. C'est là où il y a une, une pertinence extrêmement puissante, quoi, chez cet homme-là. Euh, D'une route montante, l'humanité concrète se débat dans ses contradictions. Dans une telle enceinte, l'englobement participe de la circularité de l'image de la reine. Et là, on peut dire que c'était pas encore, oui, il y avait la guerre d'Irak qui était là, il y avait la première grande stratégie pour ce monde par euh, l'Amérique qui avait gagné son combat contre le communisme et qui était dans la toute-puissance et qui voulait profiter de l'étouffement communiste, de l'écrasement de l'URSS, de l'explosion de la Chine, etc., pour asseoir sa domination, en fait. C'était vraiment ce truc-là. Et je pense que c'est de là dont vient la pensée, par exemple, de Fukuyama, de la fin de l'histoire. Il pensait que, bon, on rentrait, c'était fini, on allait arriver dans un système démocratique et libéral. Mais ce libéralisme, si on était tombé dans un libéralisme social comme on aurait pu le connaître dans les Trente Glorieuses, sous le général de Gaulle ou je ne sais pas, bon, sous Kennedy, ou c'est voilà quelque chose qui est destiné à faire évoluer le plus grand nombre, ça aurait pu fonctionner, sauf qu'on est rentré en démocratie oligarchique et liée à la toute-puissance des dominants. Et là, ça a été une catastrophe en fait. Et donc c'est pas, Fukuyama, à mon sens, se trompe. Le système démocratique perdurera, mais on va vers un système symbiotique qui prendra le meilleur de chaque idéologie, le meilleur du communisme, qui est la fraternité entre les peuples, qui est le partage, qui est l'égalité homme-femme, qui est l'égalité, qui est voilà, les valeurs, les grandes valeurs universelles, etc. Et on rejettera du communisme la dictature du prolétariat, la surveillance, etc., le manque de liberté, tout ça. On prendra du capitalisme ou du libéralisme le meilleur, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, la liberté de conscience, la liberté de circuler, etc., etc. Toutes les valeurs, les bonnes valeurs du libéralisme, et on écartera les valeurs égoïstes, les valeurs violentes, les valeurs hyper compétitives, les valeurs qui font que le libéralisme a toujours besoin d'un ennemi pour se stimuler. Bon, voilà, tout ça, ça sera écarté. On prendra du religieux, du théologie, de la théo, bon, du religieux, on prendra l'universalisme, l'idée d'une finalité justement positive, etc. Et l'idée universelle, l'idée de fraternité, l'idée de toutes les valeurs, le fait de privilégier l'être sur l'avoir, etc. Toutes les belles valeurs des religions, il faudra qu'on les prenne, et on écartera le communautarisme violent, le communautarisme, le racisme que ça peut véhiculer, le manque de liberté, l'oppression des femmes, etc. Tout ce qui est négatif, et etc., de toutes les idéologies, c'est ça, à mon sens, qui sera choisi dans quelques décennies, donc un système symbiotique. Voilà, moi en tout cas, je milite pour ce genre de choses. Voilà, mais le cercle invite aussi à la concertation.
Donc, participe dans une enceinte, l'englobement participe de la circularité, de l'image de la reine et de la violence. C'est ce qu'on a vécu là. Les 30 années, il avait tout à fait entrevu ça. Le libéralisme, le néolibéralisme nous a mis dans une arène. Hein. C'est tout. Il a constitué une arène. Et c'est complètement... au plus fort de mes critiques il y a 20 ans, je disais que vraiment il imitait la Rome, quoi, la Rome antique. Les plateaux de télé, ils étaient aussi kitsch que c'était des arènes, quoi, hein, un petit groupe de dominants assis au milieu d'une table bien éclairée, etc., qui dissertent des types qui gagnent 10 000 balles par mois, qui dissertent sur comment doivent se comporter ceux qui gagnent 1 000 € ou 600 € par mois. Donc, et il y avait quelque chose comme ça, c'était hyper méprisant, hyper dans ce truc-là, et le public, donc le peuple, en somme, dans un système démocratique, c'était hallucinant. Le peuple était assis sur les gradins, en grisé, un peu, on ne peut pas trop déterminer les visages, et qui doit obéir à un chauffeur de salle, applaudir quand on lui dit d'applaudir, rire quand il faut rire, etc. C'est hallucinant quand on réfléchit à ça. Le symbole que véhiculent les plateaux télé de l'antidémocratique, quoi, de vraiment un système romain, quoi. Hein, c'est la reine, c'est le principe vraiment avec une partie que la, où tous les dominants sont cerclés et puis le peuple est ailleurs. Voilà, c'est un système aristocratique, c'est un système qui se rapproche, qui nous a ramenés à l'origine, à nos origines, hein, c'est ça, hein, quand nous étions des primates naturels. Dans la nature, c'est les dominants qui thésaurisent les privilèges et le groupe qui est un peu à la merci de tout ça, de leur violence, etc. Et la démocratie, c'est l'inverse, c'est la souveraineté du peuple. C'est donc le peuple qui élit les meilleurs de lui-même, quoi, hein, qui fait monter les meilleurs dans les partis politiques, qui fait au gouvernement, etc., pour qu'ils fassent la politique de l'ensemble, et non pas la politique des oligarques, la politique ni de son clan, ni de ses... Voilà, et on se rend compte qu'ils n'ont rien compris, les chefs d'État depuis que ça soit voilà, le gouvernement Macron, Sarkozy, Hollande, etc. Depuis, je pense, depuis Mitterrand, et Mitterrand y compris, ils sont rentrés dans une sorte d'oligarchie. C'est complètement incroyable. Ils avaient moins de vision démocratique que la droite voilà, précédente, qu'un Pompidou, qu'un Giscard d'Estaing, qu'un De Gaulle, mais bien moins. C'est incroyable, quoi. Il n'y a pas la vision du peuple. Le peuple, il est depuis... et d'ailleurs, les hommes politiques ont travaillé pour les dominants, pour faire régresser tous les acquis sociaux. C'est complètement... Et là, on le voit avec l'idée de la retraite, par exemple. Mais tous les acquis sociaux, tous les trésors du peuple qu'il avait, les DF, les télécoms, la poste, je ne sais pas, qui appartenaient au peuple, quoi, en somme. Ça a été morcelé, fragmenté, vendu aux copains, etc. C'est incroyable quand on regarde ce qui s'est passé dans ces 3 décennies de néolibéralisme, juste après que, justement, cet ouvrage-là. Et je pense que si René Jean Dupuy vivait aujourd'hui, il dirait exactement il révélerait exactement ce qui se passe. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci.